Europe 1 Soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h et je reçois Marguerite Stern et Dora Muto. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Auteur de Transmania aux éditions Magnus, enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre, comme un peu Caroline Eliachev que je recevais il y a quelque temps dans ce studio. Elle, sous l'aspect psy, vous alertez sur les dérives de cette idéologie, ce que ça coûte, les conséquences, les retournements de situation et surtout, j'allais dire l'environnement, le lobbying très très performant, il faut le dire, auquel les patients font face. On est très très loin en fait d'un homme qui tout simplement veut porter des jupes et porter des talons aiguilles, Dora Muto. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que on essaye de faire passer ça pour une lutte d'une toute petite minorité qui voudrait avoir plus de droits, mais en réalité, il s'agit d'un véritable lobby où il y a énormément d'argent injecté. Il y a LGBT Funders, qui est un groupe de philanthropes qui a publiquement publié ces chiffres, et donc ils ont investi 36 millions en 2021 pour faire avancer les revendications transgenristes, dont la notion d'autodétermination, c'est quand on décide de juste aller à la mairie et de changer de sexe de façon juste déclarative, sans suivi psy, sans passer devant un juge. Le sexe devient une simple donc ça, déclaration. Ce sont des mécènes français, parce qu'on avait connaissance des mécènes américains. Ce sont des mécènes américains qui sont, Oui. Vraiment, il y a presque une idéologie, c'est-à-dire qu'un mécène en entraîne un autre en disant attends, mais tu ne cotises pas pour cette caisse qui pourtant est fondamentale pour l'avancée de l'humanité. C'est ça, en fait. Oui, et puis avec des noms absolument hallucinants. Oui, avec certaines assos qui s'appellent Human Rights Campaign, qui en fait vont pousser l'idéologie transgenre au sein des entreprises. Mais alors ça se cache derrière des noms comme ça qui ont l'air inoffensifs. Oui, qui ont l'air inoffensifs. Et alors, on suit Robert. Oui. Alors Robert était un personnage de fiction, Marguerite Stern, ou est-ce que c'est un vrai Robert, 65 ans, dans les assurances Alors juste pour expliquer un tout petit peu aux lecteurs qui comprennent pas, aux auditeurs. Parce qu'il y a beaucoup d'informations, puis en plus, en même temps, comme un fil rouge, on suit Robert dans ses pérégrinations. Il faut expliquer la façon dont on a construit ce livre, et justement. Parce que c'est très drôle en fait, c'est terrible, mais c'est très drôle. Merci. Quand on suit justement, Robert, en fait, on a fait un livre où c'est très dense en termes d'informations, et donc pour alléger un petit peu la lecture, on a voulu introduire comme ça une trame narrative. Donc effectivement, avec ce personnage qui s'appelle Robert, qui est un personnage de fiction, mais inspiré de faits réels. Et donc le livre commence sur l'histoire de Robert qui annonce à sa femme. Qui a écrit les passages en italique sur Robert? Toutes les deux. Toutes les deux. Ouais. Chantal, ça fait longtemps que je garde un secret, et à l'aube de nos 40 ans de vie commune, j'ai besoin de te l'avouer. Je suis une femme, je me suis toujours sentie femme, je suis enfermée dans un corps qui n'est pas le mien. Je vais juste lire le début parce que il y a des passages assez trash quand même avec Bien Robert. sûr. Oui, parce que Robert... Quand il met les bas de contention, en tout cas les bas en nylon, déjà, ça le met dans tous ses états. Mais Robert, c'est un homme autogynéphile, donc qui est sexuellement excité par l'idée d'être une femme, et dans ce livre, en fait, on décrit toutes les... dans la première partie, en fait, on décrit qui transitionne, quand, comment, pourquoi, et donc certains des profils des personnes qui transitionnent, et c'est un tabou, mais on a voulu lever ce tabou, ce sont des hommes donc autogynéphiles, sexuellement excités par l'idée d'être une femme, et donc c'est le cas de ce personnage de Robert. On nous le reproche un petit peu parfois, c'est très d'humour, donc on est content si vous avez trouvé ça drôle. Moi j'ai trouvé ça drôle, mais je fais pas partie des militants qui vont vous jeter des tomates, et quand je dis des tomates, c'est peut-être un peu plus, qui vont peut-être vous séquestrer, ou vous... Caroline Eliachev me racontait honnêtement que à la sortie de son livre avec sa co-auteure, ils allaient faire des signatures dans des villes, et il a fallu faire venir les CRS parce qu'elles étaient limite enfermées dans une librairie. On s'est fait agresser ce matin dans la rue. Vous pouvez raconter? Oui, tout d'un coup, on est sorti d'un café, et il y a deux personnes qui ont commencé à hurler « la transphobie tue » quand on est passé devant. Marguerite Stern s'est mise à filmer la scène par peur, tout simplement, parce qu'on a tout le temps peur d'être agressé. Et vous allez finir par avoir une GoPro sur la tête. Oui, il est fort possible. Et donc, une jeune femme a commencé à menacer Marguerite de la taper. Voilà. Bon, ça commence bien. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce livre, en fait, on le sort dans ce contexte-là, c'est-à-dire que nous, en fait, on vient du milieu féministe de gauche. Ça fait 4 ans qu'on a décidé de parler sur ce sujet, d'essayer d'alerter, en fait, le milieu féministe, la gauche, sur les dérives. On peut le dire, vous, Marguerite, vous êtes une ex-fémène. Ouais, je suis une ex-fémène. Et donc, qu'est-ce qui vous a fait, pour le coup, vous avez changé d'avis aussi, d'une certaine manière? Sur quoi? Non, je veux juste dire,
Vous êtes une fémène, mais vous n'êtes pas une fémène militante en arrivant toute nue dans un studio, par exemple. Non, moi, j'ai été fémène. Enfin voilà. Vous voyez l'idée qu'on se fait des fémènes. Oui, moi, c'était il y a longtemps, de 2012 à 2015. Bon, je renie rien. Il y a longtemps, prescription. Je renie rien de cette période-là, mais oui, voilà, ce que je voulais dire juste avant, c'est que, en effet, on sort ce livre dans un contexte de violence. Nous, ça fait 4 ans qu'on subit du harcèlement de la part du monde féministe, qui à un moment, en fait, nous, on était en train de devenir toutes les deux des petites égéries au sein du féminisme. On aurait pu faire carrière, on avait nos portraits dans Le Monde, dans Libération. Dora gagnait très bien sa vie avec des contrats. Et puis finalement, à l'intérieur du féminisme, on a commencé à nous dire que être une femme est un ressenti, qu'on peut changer de sexe. Et en fait, nous, on a décidé, voilà, de s'opposer à ça. Ça nous a beaucoup coûté. Ça fait 4 ans que ça nous coûte beaucoup. Et donc, on sort ce livre, voilà, dans un contexte de violence, de harcèlement permanent. Moi, j'ai lu quelques passages. Il y a les 10 commandements qu'il faut absolument lire. Pardonnez-moi d'être sensible à ça, mais il y a le 9e commandement, c'est quand même les enfants, tu vampiriseras, parce qu'on explique que les enfants, en fait, c'est l'avenir, puisque c'est toute une génération de la suite, et un peu plus tard dans le livre, vous parlez du documentaire qui a été projeté, je crois, sur Arte, sur la petite, voilà, sur le petit, de ressortir, sur le petit Sacha, 3 ans, qui est un garçon, oui. Mais en gros, je fais un raccourci ultra rapide, mais vous dites que c'est sa mère qui a décidé que ça serait une fille, quoi. On peut pas dire. C'est ce qu'on ressent dans le documentaire que moi-même j'ai vu. Hein, donc on ne dit pas vraiment les choses comme ça. Simplement, on s'interroge sur le fait que voilà, aujourd'hui, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, sur les plateaux télé, des parents brandir leur enfant trans comme un trophée, comme si tout d'un coup ils venaient de trouver un sens à leur vie. Vous dites que la mère parle tout le temps, ce qui est vrai, oui, dans le documentaire, et que Sacha fait 10 phrases conjuguées dans tout le documentaire. Oui, et pourtant toute la presse avait titré en disant que c'était un documentaire fantastique sans se poser aucune question de fond. Et justement, Arte, pour essayer de contrer notre livre, vient de remettre le documentaire disponible sur YouTube. Donc je vous invite à aller le voir, mais avec un sens critique après avoir lu notre livre. Oui, et surtout, justement, les enfants, c'est une grande préoccupation dans votre livre. C'est une grande préoccupation et on s'aligne totalement avec le projet porté par le groupe sénatorial des Républicains pour interdire les transitions médicales des enfants. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans notre pays, dans nos hôpitaux en France, on donne des bloqueurs de puberté à des enfants sur une durée de 6 ans, alors que normalement, l'ordonnance de ces médicaments-là ne prévoit pas qu'on puisse les administrer pendant plus de 2 ans. Et donc, ça va avoir des conséquences graves sur la santé des enfants, destruction du squelette, destruction du cerveau. Et puis ça fait d'eux des eunuques à l'âge adulte. Certains pays ont fait marche arrière, comme la Suède, la Finlande, qui qualifient aujourd'hui ces transitions médicales sur les enfants d'expérimentation médicale sur enfants. On aimerait que ça cesse en France rapidement. Il y a même le mot, moi ce qui m'a frappé, le mot cobaye qui a été imposé. Ouais. En Suède. J'allais vous dire que Naïma et Joseph vont pouvoir intervenir dans un instant. Je voulais juste encore 2 petites questions. D'abord une remarque. Et pour revenir aux enfants, puisque vous dites que la circulaire Blanquer autorise également les enfants transgenres à utiliser les toilettes, les vestiaires et les dortoirs de l'internat du sexe opposé. Oui. Cela veut dire que les filles peuvent se retrouver face à des zizis dans les espaces qui leur sont réservés. Bon, ça déjà, ça vous met froid dans le dos. À l'adolescence, oui. Et ensuite, pour terminer, et ensuite je laisse la parole à Joseph et à Naïma, puisqu'ils se sont également interrogés sur votre livre. Vous parlez du féminisme. Vous dites qu'il a perdu pied avec la réalité, et il y a cette phrase de Simone de Beauvoir qui est, j'allais dire, librement interprétée, et malheureusement, sur le fait que on ne naît pas du verbe naître, on ne naît pas femme, on le devient. Oui, sauf que dans le reste de la phrase, parce qu'il y a une suite à cette phrase-là, elle parle de la biologie des femmes. Donc en fait, cette phrase est instrumentalisée par les transgenristes, lorsque cette phrase ne dit pas que n'importe qui, notamment un homme, ne peut. Enfin non, elle ne dit pas qu'un homme peut devenir une femme. 20h40, on marque une pause sur Europe 1, et dans un instant, justement, Transmania, vu par Joseph Massescaron et Naïma El Fadel. À tout de suite. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Dora Muto et Marguerite Stern sont les invités d'Europe 1 pour Transmania, enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre chez Magnus. Joseph Massescaron. Je crois que, au sens étymologique du terme, au sens premier, votre livre est un livre salubre.
quand j'ai vu que vous paraissiez, ça, vous avez ce courage. Alors, je suis sur Twitter, hein, Marguerite, et elle en a pris tellement, mais pendant un temps, mais fou, quoi, pour oser dire un certain nombre de choses sur, justement, sur la biologie, sur un certain nombre d'éléments, et là, le livre paraît, et je dis, en fait, je vais vous dire à quoi ça m'a fait penser. Votre action de publier ce livre, pour moi, relève de la même action quand Denise Bombardier est sur le plateau de Pivot, face à Maznev, et devant tout le monde, elle dit ce qui est, c'est-à-dire la pédophilie. Et qui est il y a Gabriel Maznev juste en face. Gabriel Maznev, et qui est accepté par tout le monde. Voilà. Et vous avez et Denise Bombardier qui l'a payé, c'est vrai, le prix fort. Et à mon sens, votre action relève exactement du même défi. Vous savez, il y a un vieil axiome de Port-Royal qui est la mère Arnaud, qui est la sœur de Pascal, qui dit quand les évêques ont des courages de femmes, les femmes doivent avoir des courages d'évêques. Et ben là, on y est. On est en plein dedans. C'est-à-dire, vous avez le courage de ça. Et alors, vous avez, d'autant plus que, ce qui peut paraître bizarre, c'est que vous l'avez relevé, notamment en Suède. La Suède, en 1972, reconnaît la question transgenre. Et la Suède n'a cessé de revenir progressivement dessus, parce que, notamment, il y a les travaux d'Angela Semford, qui est une pédopsychiatre mondialement reconnue. Vous connaissez bien le sujet. Voilà, qui a dit au secours. Alors, en plus, je connais ce sujet, je dois le dire par honnêteté aux personnes qui m'écoutent. Je suis homosexuel, voilà. Donc j'ai des enfants, je suis homosexuel. Donc ces questions-là sont terribles, parce que je considère en effet que cette idéologie transgenre est une menace pour tout le monde, hétérosexuel, homosexuel, lesbienne, enfin pour tout le monde. Donc c'est quelque chose qui est. Je parle de l'idéologie. Je ne parle pas. Je ne parle évidemment pas. Pardonnez-moi, après j'arrête. Je ne parle pas évidemment du ressenti et de la tragédie que ça peut être pour des personnes qui se posent de vraies questions d'identité. Mais je termine là. Se poser des questions identité, ce n'est pas se poser une question identitaire. Naïma M. Fadel. Moi, je rajouterais, Dora et Marguerite, que par votre prise de parole forte, courageuse, vous avez libéré la nôtre. Beaucoup de gens comme moi n'osaient pas parler de ces questions-là parce qu'on ne se sentait pas autorisé. Moi, j'avais été une fois choquée où j'étais sur un plateau de radio, je dirais pas laquelle, où on a parlé du petit garçon qui se faisait appeler Lily et que la maman trimballait sur tous les plateaux. Et tout le monde était en extase. Et on n'avait pas le droit de s'interroger de cet enfant qui devenait un enfant, je sais pas, comme un sage savant, qui était là à dire cirque. Moi je me sens au cirque, voilà. Oui, je me sens fille. Et c'est vrai que la maman parlait beaucoup. Et il y a eu des tas de reportages sur cette maman et ce petit garçon, parce que c'est un petit garçon. Et c'était terrifiant. Et je vous assure que je me disais, mais finalement, on est dans deux mondes qui s'opposent. On a le monde, excusez-moi de le dire ainsi, mais je le pense, un monde de bobos repus, de gens qui sont des nantis, et qui sont dans des espèces de caprices, excusez-moi de le dire ainsi, puis l'autre monde, de la France peut-être d'en bas, qui s'interroge, mais qu'on ne laisse pas s'interroger. Donc je suis très heureuse de vous rencontrer, parce qu'effectivement, grâce à vous, vous nous donnez des éléments de compréhension, et quelque part vous nous confortez, c'est que on a le droit de s'interroger. Oui, on a le droit aussi d'avoir une liberté d'expression et d'information qui malheureusement est très menacée. Et je voudrais rajouter aussi, si vous me permettez, c'est que ce qui me fait beaucoup de peine, c'est qu'aujourd'hui on vous empêche dans votre liberté. C'est qu'aujourd'hui vous êtes menacé. C'est qu'aujourd'hui vous ne vous pouvez pas vous déplacer sans être inquiété. Et on est en France. Le pays de la liberté, je le dis avec émotion. Vraiment, ce pays de la liberté, où la liberté est une valeur sacrée de la République, et on vous permet pas cette liberté, et ça me fait beaucoup, beaucoup de peine.
Dora et Marguerite. Oui, moi, Marguerite Stern. Déjà, je vous remercie infiniment, vous, d'avoir qualifié Joseph. Oui, d'avoir qualifié notre livre. Notre livre de salubre, parce que on l'a vraiment fait dans cette optique-là. En restant droite dans nos bottes, en essayant de dire la vérité, en essayant de léser personne, en essayant d'être juste. Et puis, je vous remercie, Naïma, aussi infiniment, parce que vous avez décrit exactement ce qu'on voulait faire avec ce livre, c'est-à-dire qu'on a constaté que beaucoup de personnes se posent des questions, s'interrogent, mais malheureusement n'ont pas la documentation nécessaire, parce qu'une grosse partie de la documentation en fait est écrite en anglais. Donc voilà, c'est difficile. Et donc ce qu'on a voulu faire avec ce livre, c'est vraiment un livre grand public en fait, parce qu'il existe en France certains livres de spécialistes sur la question, mais qui sont beaucoup plus difficiles à aborder. Et donc avec ce livre, on a vraiment voulu faire ça, un livre grand public qui donne les clés aux personnes qui s'interrogent, qui donne des arguments, qui donne des réponses. Voilà, et merci, on a beaucoup de réponses, beaucoup d'informations. Je pense qu'on peut tomber de sa chaise assez facilement quand on lit ce livre. Et puis alors on rigole beaucoup, puisque je suis obligé de vous lire un passage de Robert, parce que moi je l'ai suivi quand même. Le cul nu de Robert colle à la chaise en cuir de son bureau. Une de ses mains dirige la souris de son ordinateur, avec l'autre, vous imaginez ce qu'il fait. Après s'être enfermé à double tour, il a enfilé une paire de bas en nylon, les mêmes que ceux que portait sa mère, ce qui lui est immédiatement apporter du plaisir. Voilà, je change un peu les mots parce que sinon, voilà. Merci pour cette drôlerie. Merci pour ce livre qui interroge, qui vraiment fait bouger les choses et qui, de la manière aussi, Caroline Eliachev. Alors, je sais pas si vous avez lu son livre, bien sûr. Mais en fait, elle porte, en fait, elle interroge dans son cabinet de psy tous ceux qui veulent revenir en arrière et qui disent, c'est trop tard. En fait. Oui, bien sûr. Et il y en a qui se jettent par la fenêtre. C'est totalement irréversible, ça cause des drames, et quand bien même il y a des législations, on parlait des pays scandinaves, au Canada par exemple, il y a des législations, les parents ne peuvent même pas s'opposer, c'est-à-dire que voilà, c'est... Et même en Suisse apparemment, il y a les services sociaux qui parfois retirent les enfants quand les parents ne veulent pas valider leur identité de genre ou les mégenres, c'est-à-dire donnent le mauvais pronom. Donc c'est très sérieux comme sujet. Eh ben on est bien avancé. Merci beaucoup. Transmania, enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre par Dora Muto et Marguerite Stern aux éditions Magnus. Merci à vous deux.